Bonsoir, chers étudiants, chers professeurs, chers membres des administrations des différentes universités. En 2010, commençait une aventure, débattons, un concours interuniversitaire qui allait mettre en pôle des étudiants sur des débats de société, des futurs leaders qui allaient prouver leur capacité à penser leur avenir. 2012, débattons, fait un an ferme, mais aussi 2 ans, les 2 ans s'ouvrent. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième finale, après celle du 1er juillet, du 1er août, autant pour moi, 2011. Et cette finale est placée sous le haut parrainage de M. Cheikh Yérim Seck, journaliste que vous connaissez très bien, parrain. Tout à l'heure, je vais revenir sur son CV. Avant d'aller plus loin, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'accueillir les 2 universités. Je vais aussi revenir tout à l'heure sur leur parcours, qui sont finalistes. Je veux nommer sous vos applaudissements l'Université du Sahel. La deuxième université finaliste, c'est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À présent, nous allons donner la parole aux représentants des différentes universités. Bonsoir tout le monde. Vous me permettrez pour commencer de rendre grâce au Tout-Puissant de ce qu'il nous a donné son souffle de vie, qui nous a permis de nous retrouver ici, parce ce n'est pas une habitude de se réveiller et de dormir, mais c'est une grâce. Lorsque je coule, j'inspire tristesse et joie. Plus un A devant moi, j'assure le réveil des hommes. Qui suis-je? Je suis l'alarme. L'alarme qui coule, l'alarme qui retentit. Eh bien, cette alarme avait retenti à l'Université du Sahel. Et de là, nous avons pensé qu'il était temps pour nous de nous présenter à cette émission. Ce que je veux dire ensuite, c'est saluer d'abord l'initiative de M. Serge Silva, promoteur directeur général de la S2C, qui est l'initiateur de cette émission. Au cours de notre parcours, nous avons salué le respect de la critique constructive et du débat contradictoire. Notre noblesse nouvelle n'est pas de dominer notre peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette. À travers les débats qui ont été initiés, les sujets qui ont été initiés, qui ont été proposés, et le culte du savoir que nous faisons ce soir a permis aux étudiants d'Afrique de s'exprimer. À l'Université du Sahel, nous sommes 22 nationalités. Et j'ai toujours dit à mes collègues qu'on ne vous pardonnera jamais d'avoir été 22 nationalités dans un pays comme le Sénégal, qui est devenu une référence en matière d'éducation, sans avoir initié ensemble, parler d'une seule et même voix pour l'Afrique. Eh bien, c'est ce que nous avons fait ici. Parler du Sénégal, c'est parler de l'Afrique, parce que le Sénégal est devenu une référence. Donc, je veux saluer cette initiative et dire que partout où des débattants sera organisé désormais, l'Université du Sahel sera présent. Je suis particulièrement honorée d'être parmi vous ce soir, parce que l'événement que nous célébrons aujourd'hui est très important pour nous. Vous le savez sans doute, l'Université Gaston Berger, l'UGB, est la 2e université au Sénégal par la taille et par la date de création, mais vous savez aussi que c'est la première université par l'excellence. L'excellence au service du développement, c'est notre credo. C'est notre credo et nous le vivons tous les jours. Ce que je voudrais tout simplement dire à l'équipe de l'Université Gaston Berger, c'est qu'ils n'ont pas de choix en fait. Ils n'ont qu'un seul choix,
et le choix, c'est de réussir pour les étudiants et c'est de gagner pour les challengers. Ce sont des gagnants et je suis certaine que le trophée qui nous appartient nous reviendra, non seulement pour cette année, non seulement pour 2012, mais pour les autres années à venir. Quant aux autres finalistes, parce qu'il faut quand même les saluer, ils ont eu le mérite d'être arrivés ici, je voudrais tout simplement leur dire, regardez et apprenez et bonne chance. Mesdames et messieurs les invités, je suis très honoré d'être là ce soir. À l'entame de mon propos, je remercie du fond de mon cœur M. Serge Silva, qui est le promoteur de cette émission, qui m'a fait l'honneur de porter son choix sur ma modeste personne pour parrainer cette édition. Eh bien, aujourd'hui, on vous invite à un grand débat, un débat sur la démocratie. Parce que la démocratie est un concept qui est souvent galvaudé, n'est-ce pas? La démocratie est un peu mangée à toutes les sauces, pour parler vulgairement. La démocratie, c'est un grand concept. Au-delà du concept, la démocratie, c'est un enjeu stratégique, géostratégique, fondamental dans la société contemporaine. Parce que la démocratie, comme dit Churchill, c'est le moins mauvais des systèmes qui est, en tout cas jusqu'ici, été expérimenté. Eh bien, est-ce qu'on peut dire qu'au Sénégal, il y a des démocraties simplement parce qu'il y a des alternances au pouvoir? Voilà la question sur laquelle aujourd'hui nous invitons nos débatteurs. Je suis convaincu qu'il y aura un débat de très haut niveau. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce qui m'a frappé aux États-Unis, avant de faire une réforme fondamentale aux États-Unis, le gouvernement américain invite de grandes universités à penser ces réformes, à donner leur avis, des avis qui sont contradictoires, à peser le pour et le contre, à mesurer les contraintes et les atouts. Voilà la raison pour laquelle je pense fondamentalement que les décideurs politiques de ce pays, les acteurs de la société civile sont intéressés par le débat que nous allons tenir aujourd'hui. Parce que c'est loin d'être un débat théorique. C'est un débat fondamental qui touche fondamentalement à la substance de nos institutions au Sénégal. Je suis convaincu que les décideurs de ce pays nous prêteront une oreille attentive. Je suis convaincu aussi que les débatteurs ne vont pas nous décevoir. Je remercie beaucoup, n'est-ce pas, les membres du jury, les honorables membres du jury, qui, j'en suis sûr, avec le regard éclairé, parviendront à départager ces deux équipes de la façon la plus équitable qui soit. Je vous invite donc à un débat de qualité autour de ce thème fondamental. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Seck. L'Université du Sahel, comme le disait tout à l'heure son représentant, est venue pour sa première expérience et a eu le courage et le mérite d'arriver à la finale. Cela est dû à l'intelligence et au génie de ces jeunes étudiants qui ont défendu ces couleurs jusque-là en faisant sortir de la course bien d'autres universités. Je voudrais donc vous prier, chers assistants, d'applaudir cette jeune équipe. L'université Gaston Berger en est à sa deuxième expérience, tenant du titre 2011. C'est aussi une université qui a beaucoup de mérite et je vous prie de l'applaudir. Nous allons venir aux choses sérieuses. Mais permettez-moi à ce moment solennel de remercier les partenaires de cette émission qui sont le Port autonome de Dakar, Sigelec et ICN Business School, qui ont donné aussi des lots importants que vous verrez à la fin. Peut-on parler de démocratie simplement au Sénégal parce qu'il y a alternance? Les alternances politiques suffisent-elles pour dire qu'au Sénégal, la démocratie est effective? Au soir du 19 mars 2000, le président sortant d'un régime qui avait fait 40 ans au pouvoir a pris son courage à deux bras et a appelé le président nouvellement élu à l'époque, son Excellence Maître Abdoulaye Wade. Ce que j'appelle
la démocratie des appels téléphoniques. Mais ces démocraties nous ont sauvés des 3000 morts que nous avons connus en Côte d'Ivoire, des morts que nous avons connus au Zimbabwe, des morts aussi que nous avons connus au Kenya. De la même manière, le 25 mars de cette même année, autant pour moi, ce président qui avait fait 12 ans au pouvoir appelle aussi le président nouvellement élu, son Excellence Macky Sall, pour le féliciter. Cependant, même si ces alternances ont valu au Sénégal toute son image au niveau international, pouvons-nous dire que cela suffit pour que l'on comprenne qu'au Sénégal, il y a une démocratie. Nous avons en fait constaté qui est l'hypertrophie des prérogatives de l'exécutif sur tous les autres pouvoirs. La prépondérance de l'exécutif, le président chef de parti, et bien d'autres choses à améliorer dans notre démocratie. Mais, mesdames et messieurs, ce soir, ceux qui ont l'honneur de vous entretenir sur un sujet aussi important pour nous, parce qu'au-delà de tout, nous sommes patriotes, nous sommes citoyens, c'est de tirer quelque chose de ce débat, c'est bien ces deux universités. L'université du Sahel va défendre l'affirmative. Et l'université de Saint-Louis va défendre la négative. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir qu'en tant que citoyen, en tant que patriote, que nous allons vous donner ce soir le micro pour nous convaincre. Nous comptons apprendre beaucoup de vous. Nous attendons de cette finale des débats de haute facture. Et avant même qu'il ne commence, je crois que ce sera le cas. L'université du Sahel va ouvrir les débats par la négative, par l'affirmative autant pour moi, et l'université de Saint-Louis va suivre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de suivre avec plaisir ce spectacle de la parole. Ces orateurs que le Sénégal va découvrir, l'université du Sahel, vous avez l'honneur de commencer. Assalamu alaikum. Sigil Ndigale, Askanou Sénégal. Yala na, yala oyufal, sunsen kao. Yala nalen, yala hare, adjanaoui, firdaoussi. Par ces mots, j'aimerais exprimer, au nom de l'Université du Sahel, nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes des inondations. Que le Tout-Puissant lui-même daigne apaiser leur cœur. Amen. Quiconque doutait que la démocratie pouvait prospérer un jour en Afrique, qui vienne au Sénégal. Le Sénégal est désormais un modèle en Afrique et dans le monde. Tels ont été les propos de la secrétaire d'État américaine, Madame Hillary Clinton, prononcés dans la grande salle U4-2 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 1er août 2012. Ce n'est pas moi qui la contredirai. En effet, ce que mes yeux ont vu en cette nuit du 25 mars 2012, ce que mon cœur a ressenti à tel point qu'il ne me pousse à l'exécuter quelques pas de Mbalar avec ce peuple qui nous a encore démontré de la plus belle des manières sa maturité démocratique, je ne pense pas qu'un jour je trouverai les mots justes, encore moins les moyens pour le remercier. Je suis persuadé que vous vous demandez ce que ce peuple m'a offert le 25 mars. Un seul mot, l'alternance. Pour Abdou Latif Coulibaly, dans son ouvrage intitulé « Wade, un opposant au pouvoir », à la page 13, l'alternance est un changement légal de pouvoir par le truchement d'un vote totalement libre et démocratique. Je sais que pour certains d'entre vous, cela n'est qu'un vain mot. Pour d'autres encore, dont mes camarades de l'UGB font partie, nous savons que l'alternance est un acquis. Alors, chers camarades de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous vous comprendrons. Mais pour ce jeune Gabonais de 22 ans, qu'est mon camarade Daniel, pour ce jeune Congolais de 25 ans, qu'est mon camarade Koutiki, et enfin, pour ce jeune Togolais de 23 ans que je suis, c'est un vœu qui s'était réalisé le 25 mars. C'est un rêve pour nous de voir pour la première fois de notre vie un régime succéder à un autre.
Par ailleurs, de son origine grecque Demos Kratos, qui signifie littéralement autorité du peuple, la démocratie revêt aujourd'hui une pluralité de définitions, à telle enseigne qu'elle tend à être considérée comme un idéal. Dans leur ouvrage intitulé « Institutions politiques et droits constitutionnels », dans sa 22e édition, au premier chapitre intitulé « La démocratie », à la page 157, les professeurs Philippe Ardant et Bertrand Mathieu retiennent la définition suivante. Je cite. Synthétiquement, la démocratie est un régime politique où ni un individu ni un groupe s'approprie le pouvoir. Ces titulaires sont désignés par le peuple par voie d'élection périodique et contrôlés par lui. Conséquence logique, l'opposition d'aujourd'hui a vocation à gouverner demain. Fin de citation. Le débat de ce soir est d'une importance capitale car il nous permet d'évaluer le mode d'évolution du pouvoir exécutif au Sénégal. Ainsi, tout au long de ce débat, nous vous démontrerons par des faits et des statistiques qu'on peut bel et bien affirmer qu'il y a une démocratie au Sénégal, simplement parce qu'il y a des alternances. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis nos salutations les plus cordiales. Salutations conjointes à nos pensées pieuses adressées aux victimes des inondations. Peut-on parler de démocratie au Sénégal simplement parce qu'il y a des alternances? Depuis les années 1990, surtout avec les mouvements d'accélération et de légitimation de la question de la démocratie, celle-ci fait florès dans les médias et occupe le centre des analyses concernant l'affaire politique, mais aussi le devenir de l'Afrique contemporaine. L'ouverture à la démocratie, coïncidant avec le discours de la boule, une condition même à l'aide au développement, était d'autant plus nécessaire que les pays africains étaient obligés de s'en remettre à cette démocratie. Mais est-ce pour autant que l'on doit s'empresser de légitimer naïvement et allègrement ce label qui fait du Sénégal une exception démocratique, pour parler comme Nicolas Simel? Non, loin s'en faut. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce que l'alternance? Selon les propos d'Oliver Nay à la page 13 du lexique de sciences politiques, l'alternance fait référence à la succession au pouvoir de deux principales forces ou coalitions politiques, l'opposition devenant la majorité et la majorité l'opposition. Ce qui nous pousse à dire que la prise en considération d'autres paramètres est d'autant plus nécessaire. Qu'en est-il de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu? La démocratie libérale chez Nazek? Qu'en est-il de l'équité et la justice socio-économique telles que théorisées par les pionniers de la démocratie substantielle, Amartya Sen et John Flow? Auguste Assemblée, honorable membre du jury, la démocratie se jauge à l'aune d'autres critères tels que la participation sociale, la justice socio-économique, mais aussi la préservation de l'état de droit. Dans la même veine, la conception qui réduit la démocratie à la simple alternance ne pourrait être que trompeuse, voire galvaudée. C'est ainsi que le professeur Antoine Tine nous dit à la page 26 de Élite politique et démocratisation au Sénégal que l'alternance ne préfigure nullement une routinisation de la démocratie. Elle ne garantit pas un nouvel ordre démocratique. Et on aurait tort de l'hypostasier ainsi que de considérer un État qui n'a pas encore connu la démocratie comme étant une démocratie de façade, ou plutôt une démocratie en transition. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, ceci constitue l'idée force de notre argumentaire, le fil directeur, et tout au long de nos développements, nous nous attellerons autant que faire se peut à la doter du sceau de la scientificité et de la concision, afin que votre adhésion à l'assertion que nous défendons ce soir, à la position que nous défendons ce soir, puisse être totale, irrécusable et définitive. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le président Abraham Lincoln définit la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette définition
aussi agréable à entendre qu'elle soit, a fait l'objet de contestation. C'est dans ce sens que le professeur Michel Turpin, dans son ouvrage de droit constitutionnel à la page 152, affirme que la démocratie, comme gouvernement du peuple, n'est qu'une illusion de l'esprit perfectionniste. Nous préférerons donc la conception de Raymond Aron, car étant plus réaliste. Selon cet auteur, dans son article intitulé « La démocratie à l'épreuve du XXIe siècle », si on parle de démocratie au sens moderne et non pas au sens d'Athènes, les traits structurels des régimes démocratiques sont bien les élections, le régime représentatif, la lutte entre les partis politiques et la possibilité de changement pacifique de gouvernement. Mesdames et messieurs, le système politique du Sénégal n'offre-t-il pas de possibilité d'alternance? La réponse est oui. Le 19 mars 2000, l'opposant Abdoulaye Wade, après 26 années d'opposition légale, est élu par le peuple du Sénégal, félicité par son adversaire et accède au palais. Pas de chars dans les rues, pas de canons dans les villes, pas de crise électorale. Le peuple a triomphé. Le 25 mars 2012, l'opposant Macky Sall, né après les indépendances, est plébiscité par le peuple du Sénégal, félicité par son adversaire et accède au palais. Pas de couvre-feu, pas d'état d'urgence, pas de gouvernement parallèle. Mesdames et messieurs, ces quelques faits historiques me font penser à une devise, la devise du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Si on réadapte cette devise à notre thème de ce soir, elle devient un peuple, deux alternances, une démocratie. C'est ça le Sénégal. Je vous remercie. Notre très cher camarade a fait dans son introduction l'apologie de l'alternance de 2012 et il a même fait état des pas de danse qu'il a esquissés pour juste exprimer sa joie au soir du 25 mars 2012. Mais vous conviendrez avec moi que cette alternance politique n'est pas une fin en soi, parce qu'elle est le fruit d'un sacrifice de la part de toutes les forces vives de la nation. Combien sont ces Sénégalais qui ont fait le pas de grue devant leur bureau de vote pour surveiller la transparence des élections? Combien sont ces observateurs qui ont été dépêchés au Sénégal pour s'assurer de la régularité du processus électoral? Si c'est à l'aune de cette alternance de 2012 que vous jugez l'effectivité de la démocratie, je suis désolé, mais nous avons une parodie de démocratie. À entendre parler nos camarades aussi, c'est comme si le changement politique suivait un cours linéaire selon une causalité déterminante, alors qu'il n'en est pas ainsi. Parce que la démocratie ressort plutôt d'une causalité probabilitaire. La démocratie répond plutôt à une relation d'incertitude. Sans doute mes camarades au cours du débat me diront que l'alternance politique a installé la démocratie au Bénin. Mais vous occultez le fait que l'alternance politique aussi a légitimé Mao, a légitimé Hitler, a légitimé Staline. Donc des cadavres, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont 3 personnes qui ont fait traverser leur peuple le 7e siècle de l'enfer. Mes camarades aussi, sans doute, viendront nous dire que ouais, la démocratie a fait du Sénégal une vitrine. L'alternance politique a fait du Sénégal une vitrine de la démocratie. Mais aussi, vous occultez le fait que l'alternance politique a mis le feu en Côte d'Ivoire, a mis le feu au Zimbabwe. Juste pour dire que cette synonymie entre alternance politique égale démocratie n'est pas toujours vraie. Chers membres du jury, en prélude des élections, j'entendis à la radio un candidat déclarer qu'il nous faut une alternance politique parce que le régime libéral a fait 2 mandats. Mais a-t-on besoin d'une alternance politique pour justement éviter que certaines personnes s'accrochent au pouvoir?
En tout cas, si vous répondez par l'affirmative, donc la définition élémentaire que j'avais appris à l'école primaire d'Abraham Lincoln de la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple sera galvaudé et deviendra tout simplement le gouvernement du politique, par le politique et pour le politique. Cher Mamoudou Juré, l'alternance politique, parfois loin de présager la démocratie, ouvre la porte à des monarchies cycliques où des protagonistes se succèdent dans le mauvais rôle du diable. Et l'exemple de la Russie est fort édifiant. Peut-on parler de démocratie avec cette alternance de fait entre Medvedev-Poutine et Poutine-Medvedev dans un pays où la liberté d'expression est confisquée, où la presse est muselée? Et l'affaire Pussy Riot dernièrement, débouchant sur la condamnation de 3 chanteuses parce qu'ayant demandé à la Vierge Marie de chasser Poutine, est une parfaite illustration. Et si vous voulez savoir que démocratie ne rime pas toujours avec alternance politique, revisitez l'histoire de la décentralisation. 96 réformes institutionnelles, motif désengorger le pouvoir de l'État. Une politique de décentralisation est enclenchée, mais le bilan clinique de la décentralisation en 12 ans au Sénégal démontre qu'un des piliers phares de la décentralisation a été faussé, à savoir la démocratie locale. Parce que pour la bonne et simple raison que la décentralisation tend à devenir un raccourci pour les politiques pour accéder aux instances gouvernementales. Et le mode de scrutin appliqué dans les élections locales, c'est-à-dire le mode de scrutin proportionnel par liste, est une parfaite illustration que c'est un moyen pour tout simplement caser les politiques dans les collectivités locales. Donc, chers membres du jury, ne nous méprenons pas parce que l'alternance politique ne rime pas toujours à la démocratie. Je vous remercie. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'alternance politique ne rime pas toujours avec la démocratie, ça je dis non. Déjà d'emblée, Pierre Zinzi, dans une contribution intellectuelle qu'il a intitulée Stabilité politique et alternance démocratique à l'université Omar Bongo, disait ceci, je cite, « Il n'y a pas de démocratie véritable sans alternance politique. » Je comprends bien nos camarades et brillants contradicteurs de l'UGB lorsqu'ils nous font sortir d'autres paramètres pour expliquer le concept de la démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui il ne serait pas judicieux de répondre directement à la question qui nous réunit ici avant d'examiner les principaux éléments qui ont permis la réalisation de l'alternance ou des alternances au Sénégal. En effet, il faut rappeler déjà qu'à la fin des années 70, le Sénégal avait effectué des pas de géant dans le cadre de la réalisation ou de la promotion de la démocratie en consacrant une reconnaissance constitutionnelle au multipartisme et d'une véritable opposition dans le paysage politique institutionnel du Sénégal. À cela, il faut ajouter les autres éléments. Les éléments de la justice, la liberté de presse, l'obligation de rendre compte, notamment en matière de gestion douteuse ou non transparente des deniers publics, autant d'éléments qui rentrent dans le cadre de l'analyse de la démocratie et de ces éléments symptomatiques. Nous dirons tout ceci pour dire qu'il manquait à l'époque au Sénégal un volet important de la démocratie et qui devra en constituer le parachèvement. Il s'agit bien de l'alternance que nous considérons tous comme un indicateur fondamental et primordial de la démocratie. Boutros Ghali, dans l'interaction démocratique et développement, à la page 16, UNESCO 2002, de Francis Fournier disait ceci. L'alternance est la possibilité de censure qui est l'élément fondamental de la démocratie. De par ces propos, il faut reconnaître, cher public, que l'alternance est une expérience cruciale en politique où elle permet d'accomplir la justice démocratique. Cependant, force est de constater quel est le grand défi majeur à relever pour la plupart de nos États africains. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons constater avec beaucoup de fierté et d'assurance les pas de géant que le Sénégal a franchis, les actes qu'il a posés en matière de promotion, de vulgarisation et de concrétisation de la démocratie. Les deux alternances que le Sénégal a connues en l'espace de 12 ans, en 2000 et en 2012, témoignent de la maturité politique et démocratique du peuple sénégalais qui a pu sereinement, le jour des élections, sans heurts ni violence, choisir celui ou ceux qui vont présider aux destinées de notre pays
le Sénégal. Nous pouvons dire en conséquence que l'alternance constitue le parachèvement de la démocratie sénégalaise et nous pouvons aujourd'hui nous réjouir de compter le Sénégal parmi les pays démocratiques en Afrique à l'image du Ghana, du Bénin, du Cap-Vert qui ont connu des alternances régulières. Je vous remercie, cher public. Auguste Assemblée, honorant membre du jury, c'est avec une attention particulièrement religieuse que j'ai écouté mon camarade débatteur de l'Université du Sahel. Cependant, permettez-moi d'apporter une objection particulièrement farouche au noyau dur de son argumentation, à savoir la démocratie au Sénégal, grâce à l'alternance. Je m'explique. Une étude comparative du régime socialiste et du régime libéral révèle une illusion substantielle de changement. À ce titre, n'est-ce pas qu'on a toujours vu au Sénégal le président de la République exercer en même temps les fonctions de secrétaire général du parti dominant? Un fait qui démontre le manque de transparence et le manque de démocratie dans un pays qui se targue de l'être. Lorsque Abdoulaye Wade accéda à la magistrature suprême en 2000, tout le monde s'attendait à ce qu'il apporte des réformes. Réformes. En parlant de réformes, on s'attendait à ce qu'il apporte une atténuation des prérogatives attribuées par la Constitution de 1963, des pouvoirs accrus au président de la République et d'apporter un rééquilibrage entre ses pouvoirs et ceux du Premier ministre. Malheureusement, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé un système présidentialiste. Non plus le président Abdoulaye Wade, l'ancien président, n'a apporté un démenti formel à la boutade selon laquelle en Afrique le pouvoir ne se partage pas. Non plus le président Abdoulaye Wade n'a apporté des innovations quant à la démocratisation du système politique. Alors, je suis véritablement désolé, mais je ne vois vraiment pas les changements substantiels qui ont réussi à avoir lieu au Sénégal. Parlons du Parlement. Vous avez évoqué le pouvoir judiciaire, mais commençons par le Parlement. Le Parlement apparaît comme un oublié des réformes constitutionnelles. Le Parlement ne joue pas très bien son rôle quand il s'agit de participer à la fabrication de la loi. Non plus le Parlement ne joue pleinement son rôle dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Où est le Parlement? Vous nous parlez de pouvoir judiciaire, mais le pouvoir judiciaire, je suis désolé, vous allez le remarquer avec moi, que le pouvoir judiciaire souffre de la chape de plomb de l'exécutif qui a beaucoup de tentacules. Le pouvoir judiciaire, en même temps, souffre des éclaboussures de scandales qui l'accompagnent, sans oublier les garanties statutaires aléatoires. Alors, je suis véritablement désolé, mais je ne vois véritablement pas les changements qui ont eu à avoir lieu au Sénégal. Et ceci est corroboré par les paroles de M. Seydou Madani à la page 583 de son ouvrage intitulé « Alternance politique au Sénégal », où il dit « Si on examine les textes et la réalité, l'on s'aperçoit que le régime présidentialiste n'est pas loin et que la révolution constitutionnelle censée exorciser le Sénégal pour le guérir de ses pathologies démocratiques n'a en réalité pas eu lieu. » Sur ce, je vous remercie. Mes camarades de l'UGB viennent de par de très brillantes interventions essayer de nous faire comprendre que l'alternance à elle seule n'est pas vectrice de la démocratie sénégalaise, qu'il faudrait la conjugaison d'autres éléments tels que la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, la participation sociale, la culture politique et j'en passe, c'est bien. Mais si nous partons aujourd'hui du principe selon lequel la démocratie tend à être érigée à un idéal, comment est-ce que mes camarades de l'UGB voudraient qu'une seule équipe dirigeante qui passe au pouvoir pour 1 ou 2 mandats puisse atteindre cet idéal? C'est justement la succession au pouvoir de différentes tendances politiques avec différentes visions de l'État qui nous permettra d'atteindre cet idéal, ce qui est même par essence la définition de l'alternance. Et l'histoire nous l'a déjà démontré de 1001 manières. 1976, l'Assemblée nationale sénégalaise procède à une révision de la Constitution autorisant l'existence de 3 partis politiques et ouvrant ainsi la voie au tripartisme. À côté de l'UPS, Union progressiste sénégalaise, parti gouvernemental, qui deviendra par la suite le Parti socialiste, ont été créé le PDS, le Parti démocratique sénégalais, de Maître Abdoulaye Wade, et le PAI, le Parti africain de l'indépendance, de Mohamed Diop. Tout ceci sous le régime du président Léopold Sédar Senghor. 1981, la cession à la magistrature suprême du président Abdou Diouf a permis d'introduire dans la constitution sénégalaise le multipartisme intégral par la réforme du 24 avril 1981. 2000, l'alternance du 19 mars a permis d'introduire dans notre loi fondamentale, et ce pour la première fois depuis 1960, du droit à la marche.
Il s'agit en d'autres termes d'une reconnaissance constitutionnelle du droit des citoyens à organiser des manifestations pacifiques dans les rues pour exprimer, le cas échéant, leur mécontentement aux autorités publiques. Toujours en 2000, on note la reconnaissance constitutionnelle du statut de l'opposition par l'article 58 du titre 5 de la Constitution sénégalaise. Tout ceci sous le régime du président Maître Abdoulaye Wade. Et enfin, 2012, l'alternance du 25 mars vient consolider les libertés publiques au Sénégal, puisque le 13 juillet 2012 a été organisée au Centre de recherche ouest-africain à Dakar une cérémonie de dédicace des ouvrages censurés. Mon camarade Ba a également fait cas des alternances en Russie, en Allemagne et à Côte d'Ivoire. Il a essayé, de par cette intervention, de nous faire comprendre qu'il se peut qu'une nouvelle équipe dirigeante passe au pouvoir et que cette nouvelle équipe dirigeante bafoue les jalons déjà posés par ses prédécesseurs en vue d'atteindre cet idéal qu'est la démocratie. C'est vrai, mais l'histoire nous a également démontré que dès lors que cette nouvelle équipe dirigeante tente ne serait-ce que de bafouer ces jalons, la sanction est immédiate et surtout très sévère. C'est ainsi qu'à la sortie des élections, l'un se retrouvera avec approximativement 35% des suffrages exprimés et l'autre 65%. Pour plus de précision, je demanderai à mes camarades de l'UGB de se rapprocher de la coalition FAL 2012. Je pense qu'ils en savent quelque chose. Je vous remercie. J'admire la perspicacité et l'ingéniosité de nos co-débatteurs que j'ai écoutés religieusement. Mais il s'est inscrit d'abord dans une dynamique d'énumération. Mais est-ce que ce qui est consacré par les textes et ce qui est vécu sur la réalité, ce qui est empirique, quand on fait une analyse minutieuse, on se rencontrera qu'il y a un grand gap. Je suis d'accord, la possibilité d'alternance est une condition pour la démocratie, mais il n'en est pas autant qu'elle soit un gage suffisant. Et c'est un leurre de croire que la simple organisation d'élections libres, régulières et transparentes, ou la succession des personnes, des tiers au sein des institutions locales, constitue en lui seul un gage suffisant. Selon les propos flatteurs et corrupteurs de la communauté internationale, le Sénégal serait le pontife de la démocratie, la vitrine de la démocratie, le paragon de la démocratie, alors qu'il n'en est rien de cela. Si on se résout à faire un jugement de fait, en lieu et place d'un jugement de valeur, pour parler comme Max Weber, on s'apercevra immanquablement qu'il s'agit plutôt d'une illusion démocratique ou d'une démocratie par procuration. Ce ne sont pas mes propos, mais les propos de Achille Membe. D'autre part, je vous invite, honorable membre du jury, Auguste Assemblée, d'utiliser la perspicacité qui sied à toute démarche scientifique. Quand nous examinons l'histoire sociopolitique du Sénégal, on s'apercevra qu'après 40 ans d'hégémonie sous un parti et une idéologie, après 40 ans, pour parler comme Momar Koumba Diop, dans le Baobab a été déraciné l'alternance au Sénégal, après 40 ans, la population sénégalaise va vivre pour la première fois une alternance politique, vécue comme un salut, une délivrance, fétichisée, mystifiée et mythifiée comme la marche vers la démocratie. Elle a pourtant accouché d'un mort-né démocratique, car on a assisté à la pérennisation, la continuation, voire la reproduction d'un cercle vicieux où confiscation du pouvoir et hégémonie sont érigées en normes. Si l'alternance politique a tant garanti la démocratie au Sénégal, qu'est-ce qui justifierait les incessants, les sempiternels tripatouillages constitutionnels, les incessantes violations de la règle de droit, sans pour autant parler de la mainmise excessive sur la manne financière, qui est de passage instrumentalisée? Au lieu d'assister à la préservation des institutions, on assiste à leur perversion, voire leur assujettissement à des desseins scripto-personnels ou des manipulations politiques et économiques. Chers camarades, je vous invite aussi à examiner scrupuleusement la société sénégalaise. Elle est une société foncièrement inégalitaire, où il n'y a pas un nivellement des possibilités d'accession aux grandes instances décisionnaires. C'est une société où le savoir-paraître l'emporte sur le savoir-faire, où le capital social l'emporte sur le capital symbolique, c'est-à-dire la connaissance. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment la démocratie, comment on peut avoir une légitimité démocratique dans ces conditions? Et dans la sphère politique, au lieu d'assister à de l'hétéropromotion, on a assisté à de l'autopromotion avec l'émergence d'une nouvelle classe appelée les nouveaux riches. La pédagogie de l'essentiel se concilie peu avec les débordements, fistule des circonstances. Je vais m'en arrêter là avec le fort espoir, la forte conviction que mes camarades se résoudront à venir épouser notre position. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, mes camarades ont défini l'alternance tout à l'heure comme une succession de deux tendances politiques successives. Et dans la même lignée, ils ont dit qu'en Russie, il y avait des alternances. Mesdames et messieurs, en Russie, depuis Poutine, il n'y a pas eu d'alternance. Poutine et Dimitri Medvedev appartiennent au même parti, Russie Unie. C'est le même parti qui dirige, donc on ne peut pas dans ce contexte-là parler d'alternance. Première précision. Mesdames et messieurs, j'aimerais également aborder une autre question. Mon camarade a dit tout à l'heure qu'on constatait qu'au Sénégal, il y a toujours une classe inégalitaire. Je pense que son affirmation est totalement fondée. Mais il faut qu'on sache bien une chose. La démocratie est un régime politique et aucun régime politique n'est parfait. Et même dans les plus grandes démocraties du monde, il y a toujours les inégalités sociales. Lorsque j'ai écouté le journal d'RFI hier, le constat qui était fait était que l'éducation dans la société française, plutôt que de permettre une égalisation entre les classes sociales, cette éducation-là avait tendance à accroître les inégalités. Et en France, on parle souvent de la bureaucratie des énarques. Ces énarques qui ont pratiquement phagocyté la société française. Donc, on ne peut pas affirmer que la démocratie va simplement venir du jour au lendemain, faire en sorte que tout le monde soit riche, soit beau, et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes possibles. Mesdames et messieurs, mes collègues ont également évoqué plusieurs dérives ayant touché le système politique sénégalais. Ils ont parlé de l'hyperprésidentialisme, atteinte à la séparation des pouvoirs. Et je pourrais même compléter leur liste en disant révision intempestive de la Constitution. Mais mesdames et messieurs, malgré toutes ces dérives, le peuple du Sénégal n'a-t-il pas résisté à travers les alternances de 2000 et de 2012? N'a-t-il pas sanctionné les pouvoirs successifs? D'ailleurs, le rapport général des assises nationales, page 81, corrobore cette idée en ces termes. La démocratie sénégalaise est certes vulnérable, mais à l'épreuve des régimes successifs, elle exprime de plus en plus cette capacité de résistance. Et justement, chers collègues, l'un des mérites de l'alternance est de montrer ce dont les Sénégalais ne veulent plus en matière de gouvernance. Lorsque la Cour constitutionnelle ne joue pas son rôle, la Cour des comptes, la Cour de répréhension de l'enrichissement illicite qui va être créée, lorsque toutes ces institutions ont des défaillances, quel est le dernier recours du peuple? C'est le bulletin de vote. Bulletin de vote qui permet de réaliser l'alternance. L'alternance est donc la pierre angulaire de la démocratie sénégalaise. Si pour obtenir une alternance politique, il faut que le peuple se bande les muscles et descende sur les rues pour revendiquer son droit le plus absolu, à savoir un changement politique. Je suis désolé, mais vraiment, cette démocratie sénégalaise est paradoxale. Mon camarade a parlé dans son intervention du Bénin et du Ghana comme étant des références en matière de démocratie. Mais vous occultez le fait que la démocratie béninoise, l'acte de naissance de la démocratie béninoise est très récente. Elle date de 1990 avec la conférence nationale qui a été pilotée par Monseigneur de Souza et qui a réuni toutes les forces vives de la nation et à l'issue de laquelle deux décisions majeures ont été prises. L'instauration de l'état de droit au Bénin, mais aussi la nomination de Nicéphore Soglon comme Premier ministre pour désengorger le pouvoir de Mathieu Kérékou. Juste pour dire quoi? Que la démocratie, la mayonnaise démocratique béninoise a pris du temps pour prendre forme. Donc, ce n'est pas à l'aune de deux alternances politiques que la démocratie sénégalaise deviendra définitive.
Mon camarade aussi a parlé d'une maturité démocratique au Sénégal débouchant sur des élections sans heurts en 2012. Peut-être il n'était pas là durant les élections de 2012. Et aussi peut-être il méconnaît même l'histoire politique du Sénégal. Chers membres du jury, l'élection est une phase importante dans la vie politique d'un pays parce qu'elle exprime le pluralisme politique, elle fonde la démocratie représentative et légitime le pouvoir. Mais ne peut-on pas s'interroger sur sa finalité quand elle devient conflictogène, quand elle installe la psychose, quand elle installe la peur dans notre pays? Une analyse fine de l'histoire politique sénégalaise démontre que toutes les élections qui ont eu lieu au Sénégal de 1960 à 2012 ont été émaillées par des violences. Et une série de ces violences me permettra de démontrer cela. Ça commence en 1967 avec l'assassinat du maire socialiste Demba Diop poignardé dans un parking. Qu'en est-il de l'attentat manqué contre Léopold Sédar Senghor en mars 1967? Qu'en est-il des contestations durant les élections de 1988 ayant débouché sur le saccage de plusieurs édifices publics et de l'arrestation de plusieurs leaders politiques? Qu'en est-il des heurts de 1993 ayant débouché sur l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye? Qu'en est-il aussi de la démission du juge Kéba Baye en 1993? Qu'en est-il des 6 policiers assassinés durant les violences de 1994? Qu'en est-il aussi de l'agression de Talla Sylla en octobre 2003? Autant de preuves qui démontrent que les élections ont été toujours conflictogènes au Sénégal et ça témoigne de ce manque de consensus autour des règles électorales entre les élites politiques. Peut-être mes camarades viendront me dire que les séries de violences que vous avez fait état sont antérieures aux alternances politiques. Mais une des caractéristiques des alternances politiques de 2000 et de 2012 est que la violence a atteint son paroxysme et les analyses politiques s'accordent sur le fait que les violences qui ont été enregistrées entre 2000 et 2009 dépassent de loin celles qui ont été enregistrées en 40 ans de règne du pouvoir socialiste. S'il y a dans la salle quelqu'un qui n'a pas été marqué par l'image du candidat Cheikh Bamba Dièye, malmené par les forces de l'ordre, plaqué au sol, qu'il se signale. S'il y a aussi dans la salle quelqu'un qui n'a pas été marqué par l'image du commissaire Arouna Sy tirant à bout portant en direction du candidat Ibrahima Fall, qu'il se signale. L'acte électif n'a de sens que si elle entraîne une transition démocratique sans effusion de sang, disait Babacar Gueye dans la revue Pouvoir numéro 129, dans son article « Démocratie africaine entre résistance et succès ». Donc, chers camarades, les élections ont toujours été conflictogènes au Sénégal. Je vous remercie. Bon, j'ai écouté mon ami Aou qui nous a parlé d'un jugement de valeur. Aujourd'hui, nous ne faisons pas le jugement de valeur, car d'ailleurs, un de mes pères spirituels en sociologie, dont il a cité M. Weber, Max Weber, nous l'interdit. Nous faisons plutôt une analyse factuelle des choses et les faits ont parlé d'eux-mêmes. À l'entame de mes propos, je disais que l'alternance au Sénégal constituait le parachèvement de la démocratie sénégalaise. Mais nous devons comprendre, malgré tout, qu'elle n'a pas été une donnée immédiate. Il y a eu des réformes constitutionnelles dans les systèmes politiques africains en général, puisqu'il m'a parlé du sommet de la conférence, des conférences nationales dans les années 90, après le fameux sommet de Bâle. Mais il faut reconnaître aussi que le Sénégal, le système politique sénégalais a toujours été une exception ici en Afrique. Déjà, il y a eu des réformes constitutionnelles dans les systèmes politiques africains en général et sénégalais en particulier, pour la normalisation du procédé de désignation du chef de l'État, qui demeure l'élection au suffrage universel direct pluraliste. En effet, comme l'a rappelé le professeur agrégé et constitutionnaliste Ismaël Madior Fall, dans son ouvrage intitulé « Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique », édition L'Harmattan 2008 à la page 38, il disait, je cite, « Les régimes institués au lendemain des indépendances avaient progressivement exclu le principe de l'élection concurrentielle pour accéder à la fonction présidentielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fallu, après des mutations constitutionnelles,
pour permettre la consécration du pluralisme politique et juridique. Il y a ainsi une tendance de démocratisation de la compétition politique et électorale ici au Sénégal. Le pluralisme d'ailleurs qui donne plus de liberté civique et politique aux populations est analysé comme un facteur permettant de favoriser l'alternance démocratique car il constitue une libéralisation significative de l'espace politique sénégalais. Il permet ainsi aux partis politiques, acteurs du processus démocratique, de pouvoir prospérer dans le paysage politique afin d'intensifier la concurrence ou le jeu électoral. Je vous rappelle, seul mode légal et légitime d'accession au pouvoir présidentiel. L'élection, cher public, est le moment ultime où le peuple vient se prononcer pour désigner celui qui va présider aux destinées du pays, mais également le moment où véritablement une alternance démocratique est possible. C'est dans ce sillage qu'Ismaël Madior Fall, toujours dans l'ouvrage précité, cette fois-ci à la page 25, dit en substance que les procédés d'accès au pouvoir présidentiel admis par les systèmes constitutionnels africains est l'élection populaire pluraliste. Et cette élection populaire pluraliste donne une certaine légitimité démocratique au nouveau chef de l'État qui vient d'être investi à la tête de la magistrature suprême du pays. En définitive, Auguste Assemblée, avec les alternances que le Sénégal a connues à travers l'organisation d'élections libres et transparentes qui n'ont souffert d'aucune contestation ni d'aucun contentieux post-électoral, nous pouvons peut-être sans excès soutenir qu'il y a une démocratie au Sénégal parce que simplement il y a eu des alternances. Je vous remercie. J'ai été particulièrement séduit par le discours de mon camarade débatteur de l'Université du Sahel. Cependant, je vais vous apporter des rectificatifs. Nous allons commencer par l'alternance. Le lendemain de l'alternance, c'est-à-dire en 2000, une fois que Abdoulaye Wade accéda à la magistrature suprême, qu'est-ce qu'il fit? Il prit l'article 46 de la Constitution de 1963 pour vouloir adopter un projet de révision de constitutionnel afin de supplanter la Constitution de 1963 par une Constitution de 2001. Malheureusement, dans la même Constitution de 1963, il figure un article, en l'occurrence l'article 86, qui stipule qu'il ne faudrait en aucun cas passer par une autre voie que par les assemblées pour faire adopter un projet de révision de constitution. Ensuite, après être passé par les assemblées, l'on passera par la voie référendaire pour enfin adopter le projet de révision de constitution. Ce qui veut dire, lorsque la commission de rédaction eut recours à l'article 46, elle ne fit que violer les procédures élémentaires de la démocratie procédurale. De ce fait, je m'en vais vous demander, Auguste Assemblée, honorable membre du jury, très chers invités, est-ce que l'on peut se targuer d'être dans une démocratie alors que les principes très élémentaires, basiques, je dirais même, de la démarche procédurale ont été violés par des personnes qui sont censées être nos dirigeants? Mon camarade débatteur a également fait allusion à la Constitution. La Constitution est en effet l'ossature de toute nation. Mais, je m'en vais vous donner un exemple très banal. Les États-Unis ont une Constitution qui a été élaborée entre 1787 et 1788. Et à ce jour, de 1787, retenez bien, à 2012, la Constitution des États-Unis n'a connu qu'un seul amendement. Les États-Unis ne parlent pas de révision de Constitution grâce à la sacralité qu'ils accordent à ces termes. Ils parlent plutôt d'amendement. Or, au Sénégal, rien qu'en 2000 et 2012, en 12 ans d'intervalle, nous avons connu plus de 25 révisions constitutionnelles, dont 95% sont déconsolidantes. Je m'en vais vous donner un seul exemple. Parlons de la prorogation de la durée de mandat des députés élus pour la législative 2001 et 2006 et le couplage des élections présidentielles et législatives de 2006, qui non seulement est déconsolidante, mais en plus elle viole le protocole d'accord de la CEDEAO en son article 2 du 1er décembre 2001. Et enfin, ils ont cité le Conseil constitutionnel. Mais Francis Delperrey, dans son ouvrage « Interprétation constitutionnelle », il affirme, je cite, à la page 247, « En matière d'interprétation constitutionnelle, il faut voir large, il faut regarder haut, il faut scruter au loin. » Ce qui veut dire, il ne faudra pas que l'on se cantonne, qu'on ait une vision minimaliste des prérogatives qui sont attribuées au Conseil constitutionnel. Malheureusement, quelle est la situation? Ismaël Madior Fall, dans un ouvrage, pas celui que mon camarade a cité, mais plutôt dans celui intitulé « Évolution constitutionnelle du Sénégal de la veille des indépendances à 2007 » à la page 77, il affirme, je cite textuellement, il dit « Le Conseil constitutionnel
a trop la réputation de se déclarer incompétente pour connaître les recours qui lui sont adressés, ce qui laisse subodorer au sein de l'opinion une certaine frilosité à son égard. De ce fait, est-ce que l'on peut affirmer que l'on est dans un état de droit, dans un état démocratique, lorsque le Conseil constitutionnel n'apporte pas de solution aux recours qui lui sont soumis? Surtout que tout recours doit connaître une solution auprès du juge. Fût-il que le juge, par une voie, je dirais, extraordinairement lucide, qu'il décide d'apporter une solution. Mais encore faudrait-il qu'il parvienne à une solution. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a des problèmes, dans la mesure où il y a des problèmes au niveau de la neutralité, de son indépendance, du mode de nomination, de la composition et de l'indépendance du Conseil constitutionnel. Alors comment pouvez-vous dire que nous sommes dans un état démocratique avec tout cet art? Merci. Faisons avancer le débat en parlant statistique. The Economist Group est une entreprise britannique dont l'une des branches est spécialisée dans la vente de services, de statistiques et de publications. Cette entreprise britannique a créé en 2006 l'indice de démocratie qui lui permet d'évaluer le niveau de démocratie au monde sur une échelle de 0 à 10. Elle calcule cet indice de démocratie sur la base de 5 grandes catégories de critères, dont la première se trouve être le processus électoral et le pluralisme. En 2011, année de sa toute dernière publication, le Sénégal totalise 5,44 sur 10 et se place en 93e position. Pas en Afrique, mais au monde, je vous en prie. Le Sénégal a la moyenne. Force est donc de conclure que le Sénégal est un État démocratique. Nonobstant cela, je veux toujours comprendre avec mes camarades de l'UGB que l'alternance à elle seule n'est pas vectrice de cette démocratie sénégalaise. Alors intéressons-nous de plus près aux autres États africains qui viennent avant le Sénégal dans ce classement. Je peux citer le Cap-Vert en 26e position avec un total de 7,90. La Zambie en 71e position avec un total de 6,19. Et le Ghana en 78e position avec un total de 6,02. Caractéristiques communes de tous ces États. Ghana, 2 alternances. Zambie, 2 alternances. Cap-Vert, 3 alternances. Chers auditoires, intéressons-nous dès à présent au revers de la médaille, qui est plus intéressant et plus captivant. Toujours selon le même classement précité, le Tchad vient en 166e position, avec un total de 1,52 sur 10. Mais rassurez-vous, il n'est pas le dernier sur la liste. Il vient quand même avant la Corée du Nord qui fait 1,08. Revenons-en en Afrique. La Guinée équatoriale se positionne en 161e position avec un total de 1,77. La RDC en 155e position avec un total de 2,15. La Gambie en 133e position avec un total de 3,38. Le Gabon en 128e position avec un total de 3,48. Et enfin, le Togo en 129e position avec un total de 3,45. Caractéristiques communes de tous ces États. Tchad, 0 alternance. Gambie, 0 alternance. Guinée équatoriale, 0 alternance. RDC, 0 alternance, si ce n'est bien sûr une alternance familiale en 2001. Togo, 0 alternance, si ce n'est bien sûr une alternance familiale en 2005. Gabon, 0 alternance, si ce n'est bien sûr une alternance familiale en 2009. Chers auditoires, j'avoue sans vous mentir ce soir que je suis heureux. Je suis à la limite ému par l'acceptation dont vous venez de faire montre de mes interventions. Cela n'est que la preuve incontestable et irréfragable selon laquelle les faits parlent d'eux-mêmes et que les statistiques sont largement édifiantes. Je préfère alors m'en aller sur cette note joyeuse. Ceci dit alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, je vous remercie. J'ai été séduit par la capacité de mémorisation de mon camarade, mais j'aimerais apporter des rectifications sur 2 points. D'abord, avant de comparer des contrées géographiques, il faut que leur histoire sociopolitique soit comparable. Vous êtes en train de comparer le Sénégal. Primo, secondo, pour m'adresser à ce débatteur très perspicace et ingénieux que j'admire bien, quand on parle de démocratie, nous ne prêchons pas un nivellement strict des conditions de vie, ce qui est utopique, ce qui est chimérique, je dirais même impossible. Il ne s'agit pas pour nous de verser dans un sénégalo-pessimisme ou dans des analyses ethnocentriques de la démocratie qui ferait du Sénégal une contrée incapable de démocratie. Non, il n'en est rien de cela. J'aimerais aussi souligner qu'on pense naïvement que les alternances fomenteraient comme par coup de baguette magique une recette démocratique, alors qu'il n'en est rien de cela. Et Christian Sabès nous informe que la démocratie est un état d'esprit, est une culture
Donc elle est l'excroissance, la continuation, le fruit, l'aboutissement d'une multiplicité de facteurs interagissants et qui ensemble et qui conjointement contribuent à accoucher la démocratie. Dans un Sénégal où, à l'occasion des alternances vécues, il y a non seulement la sécurité juridique qui est biaisée, torpillée, la démocratisation des services sociaux de base peine à se réaliser. Il n'y a pas de démocratie substantielle. Et sur ce point, j'aimerais marquer le pas pour convoquer les sources du ministère de l'économie et des finances. Il nous dit que 20% des plus riches partagent plus de 45% de la richesse nationale et 20% des plus pauvres ne se partagent que 6%. Est-ce que quelqu'un dans cette salle pourrait me dire la logique derrière à l'œuvre tout cela? Non. J'aimerais aussi attirer votre attention sur une chose. L'alternance au Sénégal, au lieu de déblayer le terrain à un changement de structure, elle a plutôt déblayé le terrain à un changement d'équilibre, c'est-à-dire des modifications rudimentaires, accessoires, factices, qui n'ont pas été à la mesure d'instaurer une légitimité démocratique dans un pays comme le Sénégal. Et à ce titre, je convoque les propos de Ismaïla Madior Fall dans son ouvrage « Élite politique et démocratisation en Afrique ». Il nous dit que le temps n'est plus d'appréhender la démocratie à partir de ces conceptions harmonistes et idéalistes que les classiques ont longtemps utilisées pour ramener tout système démocratique à une majorité légalement établie par les urnes. Mon propos ici est de vous pousser à prendre conscience que la monocausalité que l'on veut inspirer, alternance démocratique, est une monocausalité qui peut être foncièrement sujette à caution. Et sachant les incessantes violences électorales qui se sont passées, à 2 reprises le Sénégal a frôlé l'hécatombe. Sachant les incessants tripatouillages constitutionnels, compte tenu de tout cela et en vertu de tout cela, nous ne pouvons que réaliser à quel point l'alternance ne peut pas accoucher la démocratie. Je vous remercie. Je profite de l'occasion que mes camarades de l'université Gaston Berger m'offrent pour m'incliner devant les familles de toutes les victimes des violences électorales. Mais, mesdames et messieurs, j'aimerais simplement rappeler que les violences électorales au Togo en 2005 ont fait 500 morts. Les violences électorales en Côte d'Ivoire, 3248 morts. Il y a bien des violences au Sénégal, mais elles n'ont pas encore atteint celles qui ont lieu sous d'autres cieux. Le but de cette comparaison n'est pas de dire que le Sénégal est un paradis, toute vie humaine est irremplaçable. Auguste Assemblée, c'est avec un immense plaisir que nous avons débattu avec nos collègues de l'université Gaston Berger, les champions en titre, qui, par la profondeur de leurs arguments, l'élégance de leurs discours et leur sympathie envers nous, ont conforté tout le bien que l'on pensait d'eux. Chers adversaires, vous avez développé une argumentation fondée sur les droits de l'homme, la bonne gouvernance et le respect de la Constitution. Votre travail a du mérite, mais il faut reconnaître que l'alternance a une valeur qu'aucun de ces critères n'a. Mesdames et messieurs, depuis des décennies en Afrique, des hommes sont morts. Des femmes ont été violées, des enfants ont pleuré, des familles ont été déplacées, divisées, expropriées, car elles ont voulu connaître l'alternance. De Johannesburg à Benghazi, des villes ont été pilonnées, assiégées, bombardées, car elles ont voulu connaître l'alternance. L'alternance est donc un phénomène exceptionnel. Elle est le test ultime des institutions démocratiques. Mesdames et messieurs, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, considéré comme l'un des 50 penseurs les plus brillants de notre temps, conforte cette idée en ces mots. Je cite, « Vous pouvez avoir les institutions que vous voulez, dire que vous êtes un pays démocratique, mais tant que vous n'avez pas encore connu ce stade où un pouvoir en place perd des élections, reconnaît sa défaite et s'arrange pour qu'il y ait une transition paisible, tant
tant que vous n'avez pas ce moment-là, vous ne pouvez pas véritablement dire que vos institutions ont subi le feu démocratique, le test ultime de la démocratie. Auguste Assemblée, au regard de ce qui précède, on peut donc affirmer qu'il y a une démocratie au Sénégal simplement parce qu'il y a des alternances. Je vous remercie, nous vous remercions. Nous vous remercions 1000 fois. Je remercie le pays de Léopold Sédar Senghor et de Cheikh Hamidou Kane. Merci. Juste un rappel historique à l'endroit de nos camarades débatteurs pour démontrer que, en dépit des alternances politiques, la démocratie peut prendre du temps à prendre forme. En Europe, en dépit des élections, la démocratie a pris du temps pour s'installer. Figurez-vous, cher public, que le suffrage universel n'a été démocratisé dans les pays européens qu'à partir de la Première Guerre mondiale. Les pauvres ont commencé à voter en Italie à partir de 1912, 1919 en Grande-Bretagne, 1919 en Belgique. En France, les femmes ont commencé à voter à partir de 1941. Même les États-Unis, mère de la démocratie, les Noirs ont commencé à voter à partir des années 70. Donc, juste une preuve pour démontrer que ce n'est pas sur des alternances politiques qu'on peut exhiber la démocratie sénégalaise comme un trophée de guerre. L'imprécision et la pluralité des définitions de la démocratie rendent les significations du concept contingentes et relatives. Mal aisé serait-il alors de vouloir ramener un phénomène aussi complexe à une simple existence d'une alternance politique. La pluralité des exigences de la démocratie dont nous avons fini par démontrer les manquements au Sénégal, l'absence d'une justice socio-économique témoigne de son existence relative au Sénégal. Chers membres du jury, les développements les plus récents de la sociologie politique démontrent cette nécessité de dépasser cette conception instrumentale de la démocratie qui consiste à ramener tout système démocratique à l'existence d'une majorité légalement établie à partir du zéro par une conception substantielle de celle-ci. Chers membres du jury, une vraie démocratie est un système qui accepte le pluralisme de la société. Une vraie démocratie est un système qui pacifie les conflits. Une vraie démocratie est un système qui admet l'opposition et l'institutionnalise au demeurant par l'élaboration d'un statut, pour parler comme le professeur Pendaba, professeur à l'université Gaston Berger et première femme agrégée en sciences politiques. Chers camarades, chers membres du jury, il est impérieux de faire même la distinction entre alternance formelle ou fictive et alternance réelle. Il est vrai, comme le soutiennent nos camarades, qu'il y a eu un peu partout en Afrique et au Sénégal des alternances politiques. Surtout au Sénégal, qui est riche d'une expérience électorale, parce qu'ayant organisé depuis les indépendances 9 scrutins présidentiels et plus de 10 élections législatives. Mais le problème est que ces pays peinent à être des démocraties électorales, c'est-à-dire des pays où la compétition pour le contrôle du gouvernement est organisée de manière durable grâce à des élections suffisamment jugées libres, honnêtes et transparentes. Et l'exemple de l'alternance politique au Sénégal en 1981 est fort édifiant. L'alternance politique ne signifie-t-elle pas un changement? L'alternance politique ne signifie-t-elle pas une volonté de transformation et de rupture? Dans ce cadre, peut-on parler d'une alternance politique entre Senghor et Dia, ou bien n'est-il pas un exemple de continuation de l'État PS? Au Togo, contrairement aux dispositions constitutionnelles qui prévoient en cas de vacances, la succession reviendrait au président de l'Assemblée nationale, Faure Gnassingbé Eyadema s'est appuyé sur sa majorité pour élaborer une nouvelle charte fondamentale, qui est une stratégie pour prendre le pouvoir en complicité avec l'armée. Et je vous assure, nous pouvons multiplier à loisir ces exemples pour dénoncer ces fausses alternances en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo et même au Sénégal, qui a échappé de peu à ce scénario en 2012. Chers membres du jury, il convient de se poser la question: à quoi sert une alternance politique quand elle ne permet pas les conditions socio-économiques de s'améliorer?
Donc, c'est une preuve pour démontrer que, tout simplement, que l'alternance politique ne signifie pas que la démocratie est définitive, acquise ou consolidée. La démocratie transcende la notion d'alternance politique. Et chers membres du jury, sommes-nous assez sensés pour poser cette question qui interpelle toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes dans la salle? Le peuple sénégalais est-il aussi peu exigeant pour attendre de la démocratie que de simples alternances politiques? En tout cas, s'il y a un fait qui convient d'être noté, c'est que l'Université Gaston Berger, par ma voix, répond par la négative. Je vous remercie. Les débats ont été à la hauteur de nos attentes. Une finale doit avoir l'envergure d'une finale et les débats l'ont démontré ce soir. Merci beaucoup. Quelqu'un le dit, très bien dit. Je voudrais permettre aux membres du jury de se retirer pour délibérer et ensuite inviter le docteur Souleymane Assou Diagne pour la synthèse des deux débats. Auguste Assemblée, vous conviendrez avec moi que le débat de ce soir a été un débat remarquable, digne d'une finale de débattons. Raison pour laquelle, avant l'entame de mes propos, de féliciter les deux équipes qui nous ont permis aujourd'hui d'assister à ce débat fort utile, actuel, qui flirte avec la situation que vit notre pays, le Sénégal. Je vais pour ma part faire quelques remarques sur mon entendement du débat. Alors, la démocratie repose sur trois principes directeurs. Le premier principe, c'est le mode de désignation de l'exécutif, c'est-à-dire la manière dont le peuple choisit ses dirigeants. Ça, c'est un aspect fondamental de la démocratie. Le deuxième principe directeur de la démocratie, c'est le fait de garantir les libertés d'association, les libertés religieuses, les libertés de presse et les libertés civiles. Ça, c'est un deuxième principe directeur de la démocratie. Alors, le troisième et dernier principe directeur de la démocratie, c'est le fait de mettre en place des institutions pour contrôler le pouvoir exécutif. C'est-à-dire, c'est ce que M. Cheikh Yérim Seck disait de Voltaire, ou bien, je ne sais pas, de Montesquieu, c'est quand le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut mettre des garde-fous permettant à la même instance qu'est l'État d'arrêter quand une autre partie de cette instance dérive sur des aspects non désirables. Donc voilà les trois principes généraux de toute démocratie. Alors, l'alternance concerne un seul principe. C'est le principe de désignation de l'exécutif. Ils l'ont dit et redit. Sans alternance, il n'y a pas de démocratie. Parce que l'alternance, c'est une promotion, c'est également une sanction par rapport à un pouvoir sortant. Et donc, ça permet aux citoyens de donner son avis. Un avis qui est décisif pour promouvoir, un avis aussi qui est décisif pour sanctionner. Donc, raison pour laquelle, dans le cas du Sénégal, on peut bien dire que le Sénégal est un pays démocratique au regard des différentes alternances que nous avons réalisées. Et donc, moi je termine ma synthèse sur une note d'espoir, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Yérim Seck. Je pense qu'au Sénégal, on a des raisons d'espérer que le système est en cours de maturation, que probablement il y aura des alternances dans le futur et que pas à pas, nous arriverons à un système démocratique qui ressemblerait au système qu'on connaît aujourd'hui à l'Occident. Je veux citer le système allemand ou français ou américain. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre la parole, je le sais. Vous êtes en train de gérer des tensions. Je disais à mon voisin que c'est pour ça que je n'aime pas le sport. Je ne sais pas gérer les tensions. Alors permettez simplement, parce que c'est un devoir, que je dois me libérer. D'abord en remerciant très sincèrement celui qui m'a invité. Je voudrais juste, comme homme d'entreprise, être froid. Vous m'excuserez, mais je dois être froid. Le débat a été très bien mené. Je dois saluer l'esprit qui l'a animé. Au-delà des mots, au-delà des capacités intellectuelles des débatteurs, il y a la manière. La manière en Afrique, c'est important. Ce qu'on dit important, mais la manière de dire est aussi importante, parfois plus importante que ce qu'on dit. Il y a beaucoup d'élégance dans les propos. Beaucoup d'élégance. Si le corps politique était aussi élégant que les débatteurs d'aujourd'hui, nous n'aurions pas des sueurs froides à la veille des élections. Donc je vous encourage. Je dis que la génération montante donne espoir. Parce que je reconnais, les aînés ne nous ont pas légué la démocratie. Nous avons un retard incroyable, abyssal en termes de démocratie. Mais avec ce que nous avons entendu aujourd'hui, je pense que nous avons permis, vous aurez permis, M. Silva, à donner ce qui permettra peut-être de faire ce rattrapage historique et de construire la démocratie de demain. Je voudrais pour cela vous remercier très sincèrement pour l'initiative, M. Silva, et je suis sûr qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus mal à l'aise dans la situation, c'est les jurys. Je disais à plusieurs reprises que j'aimerais pas, à chaque fois qu'il y avait un débatteur qui prenait la parole, je dis que je n'aimerais pas être à la place du jury. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses, parce que quand vous avez à débattre entre ceux qui ont du mérite, je pense que ce n'est pas toujours facile. Je voudrais juste vous poser une question que le débat n'a pas abordée et qui me taraude l'esprit. Elle sert à quoi? Elle sert à permettre que dans un pays, en tout cas pour nous, hommes d'entreprise, que le pays présente l'image qui rassure, justice juridique et judiciaire qui permet d'attirer des entreprises qui viendront aussi pour créer la richesse et des emplois. C'est l'utilité de la démocratie. C'est la finalité, une des finalités. La liberté ne se consomme pas. La démocratie, c'est ce qui se passe aussi entre deux élections. Ce n'est pas seulement les élections et les comptages des voix. C'est comment on est géré entre deux élections. Et je voudrais demander la question, pourquoi la société civile, pourquoi la population dont on a vanté les mérites, les pouvoirs, les droits, personne n'a effleuré ses responsabilités dans la démocratie. Personne ici n'en a parlé. Je pense que le peuple a des obligations, a des devoirs pour que la démocratie continue. Et je disais à quelqu'un, et je terminerai là, je disais que quand vous avez une assemblée où une bonne partie de ceux qui ont été élus ne comprennent pas les voix qu'ils votent, est-ce que c'est de la démocratie? Quand quelqu'un vote le budget du Sénégal et qu'il n'est pas capable de lire une seule ligne du budget, est-ce que c'est la démocratie? Ça nous renvoie à quelque chose de très loin. C'est pour ça que la démocratie intégrale n'a pas été faite immédiatement dans beaucoup de pays. Et M. Yerim-Seck l'a abordé tout à l'heure, mais il n'est pas allé très loin. Quelque part, on avait dit qu'il faut savoir, il faut pouvoir assumer ses responsabilités. Et non pas simplement dire que vous avez le droit d'arbitrage. On fait des arbitrages quand on a pleine conscience, quand on sait le sens de son arbitrage. Et je pense que c'est une question de fond, malheureusement, qui n'a pas été abordée. En tout cas, je voudrais vous féliciter et remercier encore le promoteur. Et je lui ai dit tout à l'heure à l'oreille que personne n'a le droit de le laisser seul. Mais en tout cas, ce qui est du patronat, ce qui est en tout cas de mon organisation, la Confédération nationale des employés du Sénégal, qui est venu voir, je pense que c'est notre responsabilité que l'entreprise aussi s'y mette. Parce que c'est ce qui est dit ici, appliqué, qui fera que le Sénégal sera un pays prospère, parce qu'il y aura de l'investissement, il y aura de l'emploi, et ça réalisera le rêve des millions et des millions d'Africains. Je vous remercie. Il n'est dans notre architecture sociale palier plus important que l'institution universitaire, en ce qu'elle a de particulier, outre de dispenser le savoir, la formation du caractère, l'éveil au sens civique et patriotique, et de tant d'attributs dont ne peut se passer le citoyen. Elle partage avec la pratique du sport le culte de la régularité dans l'effort, l'esprit de compétition dans la fraternité, la quête perpétuelle de l'excellence
le don et le dépassement de soi, ainsi que celui de l'humilité, par le vœu exaucé d'une heureuse coïncidence entre un esprit saint dans un corps saint. Ça a été un privilège et un honneur d'avoir été convié à cette émission. Et je pense que les débatteurs que nous avons entendus tout au long de cette soirée me confortent dans l'idée que les bases de la démocratie sont bel et bien ancrées au Sénégal. Et ces futurs acteurs économiques, politiques et sociaux de cette nation seront les garants effectivement de cette démocratie. Alors je voudrais remercier aussi Serge qui m'a convié à cette soirée. Et je dis au jury, bon courage. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais il n'y a qu'une seule gagnante, c'est la base de la démocratie. Et je voudrais confondre dans le même éloge. Je ne sais pas qui c'est que vous déclarez comme vainqueur ou vaincu, mais ces débatteurs, l'Université Gaston Berger et l'Université du Sahel, pour nous avoir gratifié effectivement d'un débat intellectuel aussi haut que celui auquel j'ai assisté aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'à Débattons, il n'y a pas de Cour suprême, mais il y a un président de jury qui donne des décisions à la limite irrévocables. Monsieur le président du jury, vous connaissant, je ne vais pas m'attarder ici. Je vous invite à déclarer ce que vous avez pu décider. Monsieur Diagne, le micro est à vous. Alors, nous avons dû d'abord élire, on va le dire comme ça, le meilleur débatteur. Nous avons échangé, regardé les notes et nous sommes tombés d'accord sur le fait que Monsieur Daniel Mény est le meilleur débatteur. C'est avec joie et émotion que je partage cette soirée aux côtés de Débattons, représentés aujourd'hui en finale par les universités Gaston Berger et l'Université du Sahel. Franchement, ce soir, je ne peux noter que du mérite. Et en parlant de mérite, je parle de l'esprit de recherche. Je parle de l'esprit critique et non de critique. Je parle de l'adversité. Je parle aussi de l'endurance. Parce que ce n'est pas facile de faire tant de recherches et de pouvoir les synthétiser de manière à convaincre un jury et de la meilleure des manières par rapport à un adversaire. Donc je tiens à féliciter ce qui n'est pas une surprise de la réussite de ce concept, parce qu'on dit avant tout un projet, c'est une idée. L'idée de M. Serge Silva qui aujourd'hui donne au Sénégal, à l'Afrique, une plateforme d'expression. Donc aujourd'hui, en tant que représentant en Afrique de l'Ouest de ICN Business School, qui est une école de management en France depuis 1905, on est présent à Nancy, on est présent à Metz, on est présent à Nuremberg. Donc malheureusement, on n'est pas encore présent en Afrique. Et à cela, on peut également ajouter le fait qu'on note que les universités européennes du monde, généralement, ont des partenariats entre elles. Je constate que moins de 2% de leurs partenariats sont orientés vers l'Afrique. Donc aujourd'hui, ICN Business School, qui a ses bureaux au Mexique, en Chine, et maintenant à Dakar, dont je suis responsable, nous nous engageons à soutenir les étudiants, à soutenir le milieu académique de manière plus générale, le milieu de l'éducation, à pouvoir aller de l'avant. Cela en quoi? En développant des partenariats, comme nous l'avons fait avec Subdeco sur un bachelor, mais également en permettant aux étudiants de rejoindre les plus grandes écoles de commerce en France pour demain être de ceux qui vont défendre l'image de l'Afrique. Parce que comme on l'a dit, la démocratie rime avec l'alternance, mais nous sommes d'accord qu'au-delà de l'alternance, il y a d'autres choses. Il faudrait qu'il y ait des hommes capables de pouvoir réaliser les conditions qu'il faut pour cela. Donc ainsi donc, ICN octroie une bourse de 4 000 €. ICN Business School octroie une bourse de 4 000 € au meilleur débatteur qui pourra rejoindre nos campus en France pour en jouir. Voilà. Donc, maintenant, on va passer
à l'information que tout le monde attend. Les débatteurs ont parlé pendant 45 minutes, 35 minutes, j'étais là-bas, j'avais pas la parole. Alors maintenant que je l'ai, que j'ai toute votre attention, vous permettez que je vous fasse languir un petit peu? Non? Non, d'accord, bon bah... Justement, il faut que la tension monte un petit peu quand même, non? Hein? Non? Ça va derrière, vous tenez le coup? Bon, alors je rappellerai que le sujet était difficile à centrer. Et d'ailleurs, quand on a entendu les différentes interventions après, on s'est rendu compte qu'effectivement, cadrer sur l'alternance, indicateur de démocratie, le débat, sans déborder sur il y a de la démocratie, il n'y a pas de démocratie, c'était difficile. Mais au cours des débats quand même, les notions d'indicateurs, alternance indicateur, alternance test, sont revenus et ont centré dans le sujet. D'une manière générale, les candidats ont été brillants et je crois que chacun va partir avec un souvenir. Mais dans l'exercice final, et parce qu'il faut un vainqueur, l'Université du Sahel a remporté. Le CACSUB soutient et continue de soutenir l'initiative Débattons, car conscient de sa portée, et moi-même, en tant que membre de l'équipe Débattons du CACSUB, peux vous certifier de la merveilleuse aventure qu'a été notre participation à Débattons. Ça a été riche en expérience, riche en enseignement, et je suis certaine que ça a été autant, sinon plus, pour ces téléspectateurs qui attendent impatiemment les samedis soirs à 17h. Nous soutenons donc Débattons et nous invitons l'État du Sénégal, tout le monde, les sponsors à soutenir cette belle initiative, car la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine a montré ses preuves et nous avons espoir en notre futur. Vive Débattons! Le CACSUB offre 5 bourses d'études de 3 ans à l'équipe finaliste. Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à remercier le parrain. Donc, je remercie le sponsor leader, déjà le port autonome de Dakar, ensuite Sigelec. Je saurais terminer sans remercier mon cabinet, le cabinet S2C. Mais il y a des gens qui sont derrière moi et qui sont exceptionnels. Donc merci à tout le monde et à l'année prochaine, on espère. Merci monsieur Kane.